Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, il est 18h, n'oubliez pas, c'est le nouvel horaire du CPP. Mercredi, 18h, en direct sur Radio M. 2 parties, comme à chaque fois. Nous allons consacrer la première partie au volet politique. Nous allons parler des changements qui a eu lieu depuis maintenant 1 an. La deuxième partie sera consacrée à l'événement un peu de la semaine. C'est le Forum international de l'énergie qui a précédé la réunion informelle de l'OPEP qui se déroule toujours au moment où je vous parle. Alors, première partie avec nos invités. Bonsoir et non plus bonjour, Abed Sherf. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Hassan Qadi. Bonsoir. Bonsoir, Saïd Jaffer. Bonsoir, Akram Khalif. Bonsoir. Merci d'être là. La première question habituelle, traditionnelle. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? On va être gentil pour une fois, on va dire le presque succès de Boutarfa. Presque. Le presque succès de Boutarfa. D'accord. Hassan. Ce qui m'a marqué, c'est un lieu. Je suis rentré pour la première fois donc, au nouveau centre international des conférences à Club des Pins. C'est pimpant, c'est impressionnant. Mais la connexion fonctionne mal et je pense que ça résume toutes les années de Bouteflika, c'est-à-dire que l'infrastructure, on y va quand c'est du dur et quand il s'agit de l'immatériel, on ne sait pas faire. On a parlé de luxe opulent. Un membre d'une délégation étrangère dont je ne citerai pas le nom avait dit hier, on dirait qu'on était dans un ballroom. La salle des banquiers qui accueille en ce moment la réunion de l'OPEP est, de ce point de vue-là, complètement somptueuse. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif quand on parle de luxe opulent? C'est cher. C'est cher. Mais ça ressemble beaucoup à celle des pays du Golfe. Saïd Jaffer, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Rien de spécial. Peut-être Ben Rabarit qui parle à son homologue tunisien et qui découvre qu'ils ont les mêmes problèmes qu'en Algérie. Et qu'au Maroc aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de réformes. Oui, Jordanie aussi. Akram Khalif, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Anna, c'est plutôt la relation entre Daesh et le Maghreb, qui est en train, quand je parle de Daesh, je parle de l'État islamique, donc le Cham, avec la découverte de liens entre le Maroc et Daesh concernant le trafic de drogue, donc une nouvelle voie maritime entre le Maroc et la région, et aussi le fait que maintenant il s'avère de plus en plus que il y a eu pillage du stock d'armes libyen qui est parti vers Daesh à travers la Turquie. Merci de nous avoir donné vos impressions de la semaine. On va commencer par le premier sujet de la première partie. C'est un sujet politique, même s'il s'agit aussi beaucoup de militaires. Ça fait presque 1 an que le général de corps d'armée, Mohamed Medine Apletoufiq, a été mis à la retraite. Beaucoup de choses ont été dites sur ça, mis à la retraite, départ des missions volontaires. Ça fait 1 an. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, Hassan Qadi, un vrai changement depuis ce fameux 13 septembre 2015? Alors, il y avait quelqu'un tout à l'heure dans le briefing, qu'on devra peut-être inviter un jour au plateau du CPP, qui a dit qu'il ne s'est rien passé après le départ de Medine, qui n'ait pas déjà commencé avant. Ouais. Qu'est-ce qui est tombé là? Oui, c'est la pile de votre magazine. Et donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on a appelé de manière régulière le clan présidentiel a conforté sa victoire. Et pendant cette année-là, il en a usé. Comment il en a usé? De manière excessive, de manière modérée, de manière intelligente? C'est un peu la question de ce débat-là. Et j'ai tendance à penser qu'il n'a pas utilisé cette victoire tout à fait comme il voulait, parce qu'il y a eu un certain, c'est peut-être prétentieux de le dire comme ça, général Ben Hadid, qui a mis son grain de sel dans cette nouvelle situation en annonçant des choses qui ont peut-être modifié la feuille de route.
Abed Sharaf, il lui aura fallu au président 15 ans pour écarter le général Tawfiq, ou est-ce que c'était mûrement préparé? Non, moi, je ne suis pas du tout dans cette lecture. Moi, je regarde le navire algérien qui continue à naviguer comme il naviguait avant, exactement de la même manière. La question, c'était de savoir quand Tawfiq Medine a quitté le navire, est-ce que c'était le numéro 1, numéro 2, un officier important qui a quitté? On se rend compte que c'est peut-être un moussaillon qui est tombé à l'eau. Et donc, ça n'a pas d'impact significatif, à part quelques petits aménagements dans l'un des étages du navire. Mais fondamentalement, l'équipage reste le même, le cap reste le même, c'est-à-dire qu'il n'y en a toujours pas, et le navire fonctionne exactement de la même manière. Le général Tawfiq, moussaillon, peut-être pas, mais en réalité, on est dans la loi des reins presque soviétique. Hors de l'appareil, tu n'existes pas. Et ça montre que ce qui comptait, ce n'était pas Tawfiq, c'était l'appareil de la police politique, du DRS, qui a continué, peut-être sous une légère adaptation après le départ de Tawfiq, à assumer les mêmes fonctions, les mêmes rôles. Moi, ce que j'observe le plus sur le départ de Tawfiq, c'est un peu le côté presque orphelin de l'opposition. Ils ont l'air de s'être complètement assagis depuis le départ de Tawfiq. Ça veut dire que selon vous... Non, je veux pas dire qu'il les manipule. Là, je préfère... Non, je le dis tout de suite pour que tu l'interprètes pas comme ça. Non, c'était pas ma question. Autant le dire. Mais en fait, c'est que cette opposition tablait un peu trop sur les luttes à l'intérieur du régime dans des positionnements l'un sur l'autre. Voilà. Ma question était... Pour ne pas dire éviter cette histoire de manipulation qui... Ma question était donc, le changement est palpable depuis le départ de Tawfiq. On peut le constater dans le fonctionnement de l'État, ce changement, Saïd? Non, il n'y a pas de changement dans le fonctionnement de l'État. On aurait peut-être... on pourrait rappeler que durant la décennie qui vient de s'écouler, il y a quand même 2 hommes très importants qui avaient quitté le navire avant. Le premier, c'était un général aussi, c'était Mohamed El-Ammari, chef d'état-major de l'armée, c'est pas rien. Ça n'a provoqué aucun changement. Ensuite, un autre, l'Ammari général, est mort. Il était virtuellement numéro 2 du DRS ou l'alter ego de Tawfiq. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y avait un classement, une hiérarchie à ce niveau-là. Donc, c'était des gens qui étaient pratiquement sur un pied d'égalité. Leur départ n'avait pas changé les choses. Et donc, le départ de Tawfiq n'a pas changé. Ça devrait inciter à regarder le fonctionnement de cette machine plutôt que les gens qui y habitent. Ils viennent, mais ça ne change strictement rien. Mais Abed, quand vous parlez de départ, il faut préciser, est-ce que c'était un départ volontaire ou poussé vers la sortie? On sait très bien que dans le cas du général Ammari, il a été poussé vers la sortie après la réélection de Abdelaziz Bouteflika en 2004. Qui ne souhaitait pas. Qui ne souhaitait pas. Est-ce que c'est le même cas avec le général Tawfiq, disons 12 ou 13 ans plus tard? Oui, mais c'est encore plus grave parce que qu'il parte de son plein gré ou qu'il soit exclu ou bien qu'il meure comme Smaïl El-Ammari, finalement, le résultat est exactement le même. La machine continue de fonctionner comme avant. C'est ça qui est le plus inquiétant. On peut dire que le président Bouteflika les laisse mourir ou partir d'eux-mêmes. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire que ça... Je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je pense qu'il y a un équilibre sur lequel se sont construites les années Bouteflika, dans lequel le général Tawfiq a joué un rôle important. C'était le dépositaire de ce qu'il y avait avant l'arrivée de Bouteflika. L'autre dépositaire était le général Arbi Belkhair. Je pense que parmi les départs qu'a cité Abed, le plus important, c'est quand même le départ de l'Arbi Belkhair. C'est celui qui est producteur de sens politique. Et je pense que le clan présidentiel a, en finissant d'éliminer, parce qu'il était beaucoup affaibli déjà, le général Tawfiq, s'est mis en position de redérouler un peu ce qu'il avait de faire. Le critérium de cette victoire-là, c'est le retour de Jacques Brelil.
le retour de Cheikh Ibrahim, c'est une conséquence et ça n'aurait pas pu se faire avec la continuité de la pression. Et lui-même aurait refusé de revenir parce qu'il aurait eu peur de revenir sous. Et donc, les choses ont quand même bougé. Après, le clan présidentiel aurait pu abuser de sa victoire. Moi, je pense que quand le général Ben Hadid a pointé Saïd Bouteflika pour dire c'est lui qui est derrière la rupture de cet équilibre, que si Abdelaziz Bouteflika était en possession de tous ses moyens, il n'aurait pas fait les choses de cette façon-là, parce qu'il a toujours travaillé avec le général Toufik, et l'équilibre du pouvoir reposait sur leur bonne entente. Je pense que cette accusation-là lui a valu 8 mois de prison, elle l'a précarisé, elle a eu des incidences, 9 mois, elle a eu des incidences sur l'expression des anciens militaires, puisqu'il y a une loi qui leur interdit de s'exprimer, mais je pense qu'elle a quand même mis sur la défensive une partie du projet de succession qui n'était pas nécessairement que ce soit Saïd qui succède à Abdelaziz. Moi, enfin, on est ici au CPP, on n'y croyait pas, mais ça a perturbé la feuille de route. Akram Khalif ? Changement, pas changement ? En fait, j'ajouterai un troisième élément à ce que disait Hassan, qui est l'armée aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que le pouvoir repose sur la présidence, le renseignement et l'armée. Et on a le sentiment que, bon, c'est clair que le général Toufik a été poussé à la sortie. On le voit, il y a eu une campagne avant, il y a eu une campagne après pour justifier ça. Mais on sent aussi que le clan présidentiel s'est retrouvé piégé un petit peu par ces campagnes, y compris médiatiques, parce que il avait nécessairement besoin des services secrets qui n'ont pas été remaniés d'ailleurs. Hein. Il n'y a eu ni purge ni rien du tout. Les services en tant que tels sont restés exactement les mêmes. Il y a eu très très peu de départs à la retraite. Donc l'incidence sur le fonctionnement du pouvoir en Algérie n'a pas été très 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 grande. D'ailleurs, on le voit, il ne s'est même pas exprimé cette année. Hein. Il n'y a eu aucun écho de son côté. On a entendu parler de son avocat, mais pas de lui. Donc, l'incidence de son départ sur l'État, sur le pouvoir et sur les services de renseignement n'a pas été énorme. Alors, la loi sur le silence des militaires qui a été donc proposée par le gouvernement, approuvée par le Parlement, promulguée également, qui a fait sortir de ses gonds plusieurs militaires. Est-ce que cette loi est intervenue après le scandale, disons, du général Ben Hadid, ou est-ce que c'est peut-être aussi une manière d'empêcher le général Toufik de parler ? Elle est intervenue aussi après les interventions du général Toufik, notamment sur le procès de son collaborateur, de général Hassan. Moi, je pense que c'est surtout une tentative d'éviter à ce que les anciens militaires ne jouent un rôle important dans la succession. Parce que la succession, ça va se jouer entre l'armée qui est en place, ceux qui sont dans les fonctions, les chefs de région, les chefs d'armes, etc., et les autres acteurs qui ont émergé durant les années. Bouteflika, la présidence de la République, étant un acteur qui perd beaucoup de pouvoir dès que le président n'est plus là. Voilà. Et donc, les anciens militaires auront un mot à dire. Il faut se rappeler qu'après le départ de Jean Zandrouel, c'est quand même des anciens militaires qui aussi ont contribué, en étant le chef de file. Donc, je pense que ça participe aussi de cette neutralisation, bien plus que d'empêcher les uns et les autres de dire quelque chose sur le passé. On peut vraiment dire que l'armée s'est éloignée du pouvoir maintenant, du centre du pouvoir ? Non, elle est toujours au centre. Elle est toujours au centre du pouvoir. La loi sur les anciens militaires, moi je suis dubitatif sur l'utilité de cette loi, parce que un ancien général, c'est quelqu'un qui reste, il fait partie quand même, il fait partie du système. C'est difficile de sortir du système quand on est allé jusqu'au grade de colonel, de général. Je pense que c'était beaucoup plus une velléité, elle aura peut-être un petit effet quand il sera question d'organiser la succession. Peut-être on craint, on redoute quelqu'un, un ou deux généraux qui risquent de s'exprimer. Mais fondamentalement, ça se passait ailleurs. Quand un général s'exprimait, on prenait contact avec lui par la bande, on lui disait il vaut mieux, reste côté, tu fais partie des nôtres, tu es avec nous, c'est pas la peine de trop t'agiter. Qu'est-ce qu'il y a eu comme généraux qui sont vraiment sortis durant combien, 2, 3, 4, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire sortir du rang? Parler ou vraiment s'éloigner, dire des points de vue qui sont radicalement différents
ou opposés à la ligne du pouvoir. Il y a le général Ben Yelles, il y a eu Ben Hadid. Qui on peut citer encore? C'est le principal. Nezzar, non. Nezzar exprime le point de vue de la colonne vertébrale de l'armée, y compris quand il dit des choses déplaisantes. Non, il ne faut pas se tromper. Nezzar est il reste et il ne sortira pas. Et ça? Sur la gestion de la classe politique, à laquelle a fait référence Saïd, sur le fait que l'opposition se retrouve un peu orpheline, parce qu'elle a misé sur cette contradiction, etc. Et qu'est-ce qui a changé? Moi, je pense que fondamentalement, ça avait commencé déjà avec la naissance de Zeralda I. Nous, on considérait que le DRS avait fait la grève de la gestion de la classe politique et notamment de l'opposition, avec le début du 4e mandat. C'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, ça a précipité le départ du général Toufir. Symboliquement, il y a 20 ans, la bataille dans le FLN, par exemple, au moment où Mahri a été débarqué à l'hôtel El Jazair et qu'il y a eu un vote entre Ben Hamouda et Hamrouche pour la succession, qui a été décidé la veille, c'était directement le DRS qui avait intervenu pour faire gagner Ben Hamouda. Tout le monde le sait et ça s'est joué à 7 voix près. Aujourd'hui, quand il y a un conflit entre Saïdani et les opposants à Saïdani, ce n'est plus le DRS qui gère, c'est Saïd Bouteflika et les hommes proches de Saïd Bouteflika. Donc fondamentalement, il y a même une fonction de gestion de la classe politique, à commencer par le FLN, mais probablement aussi pour une partie de l'opposition, qui ne se fait plus comme avant par le DRS. C'est un changement important. Donc ça, c'est un des changements importants qu'on peut déduire. Il faudra aller au prochain comité central du FLN et voir qui le gère. Près. Voilà, et voir qui le gère. Les gens du FLN, on parle de changement, les gens de l'intérieur du FLN disent autre chose. Ils disent autre chose. Ils disent que c'est la même gestion. Par les services de renseignement? Oui. Ou de la même manière que les services de de renseignement? De la même manière, par les mêmes appareils. Donc ils sont toujours présents. C'est un peu ma conviction, même si je n'ai pas de preuves matérielles. Donc les changements ne sont pas... il faut fréquenter un peu les gens du FLN. Hein, voilà. Non, la différence, je vais vous dire la différence. J'ai cité que Saïd Bouteflika. En réalité, il faut citer aussi le général Gaïd Saleh, qui a félicité, qui s'est impliqué, qui a félicité Ammar Saïdani et qui s'implique dans ce type de gestion. Pas pour tous les partis, mais en tous les cas pour le FLN. Évidemment, ça. Et on peut penser effectivement qu'à partir de là, il y a une partie du service de sécurité qui vont conduire cette gestion en même temps. Mais ça avait un peu choqué lorsqu'on demande à l'armée, certains partis demandent à l'armée de parrainer la transition, et que l'armée dit non, on ne s'ingère pas dans les affaires politiques, et que le chef d'état-major vienne féliciter le secrétaire général d'un parti politique. Donc la contradiction est là. Ça c'est le jeu. C'est le jeu. L'armée ne peut pas dire que c'est elle la source du pouvoir. Ouais. Elle est obligée de tenir un discours langue de bois, très précis. Mais dans les faits, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est des détails. Les gens, il y a l'âge. Le président Bouteflika est là depuis 16 ans. Il y a des gens qui ont été atteints par la limite d'âge. Si vous regardez un petit peu la contestation au sein du FLN, elle est portée par qui durant les dernières semaines? Par M. Belayat. Belayat était c'est pas un junior. M. Belayat était ministre quand j'étais au lycée. Je suis près de la retraite. Donc voilà. Mais derrière Belayat, il y a un certain nombre de gens donc, qui ont été atteints par l'âge, donc qui ne sont plus là, d'autres qui arrivent. Mais dans leur fonctionnement, c'est exactement le même. Moi, sur ça, Ihsan ne pourra pas me convaincre. Alors, le sécuritaire est plus efficace? Voilà, c'est la question. Et c'est une très bonne question. Le sécuritaire est beaucoup plus efficace. C'est clair qu'il communique beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Des bilans sont établis chaque jour, etc. Moi, personnellement, je suis interpellé non pas par le sécuritaire en tant que tel, la lutte antiterroriste, mais plutôt par la lutte contre le narcotrafic, qui est pris en main par l'armée, et de façon spectaculaire, parce qu'il y a des arrestations et des saisies tous les jours. Et je commence à me poser des questions sur le fait, déjà, pourquoi tant d'efficacité aujourd'hui, pas avant? Pourquoi une non-implication de l'armée avant? Pourquoi la police n'apparaît pas dans les saisies? Je me pose beaucoup de questions quant au narcotrafic, parce que il faut pas se cacher, il faut pas se mentir. Le narcotrafic est
est la principale ressource du terrorisme. Elle est aussi la principale ressource de la déstabilisation par des services étrangers, etc., etc. Donc, tous les faux mouvements de résistance, les faux mouvements créés de manière spontanée sont alimentés par le narcotrafic. Donc, on voit que la situation sécuritaire a changé. On ne le ressent pas parce qu'elle s'est stabilisée depuis déjà pas mal d'années maintenant, mais on ressent des résultats. On ressent aussi de manière cachée une sorte de message disant que du temps du DRS, ça n'avait pas, enfin du temps du DRS du général Tofeq, ça n'existait pas. C'est le message qui nous parvient par des canaux détournés. Mais en réalité, le changement n'est pas énorme. Le volet sécuritaire se porte mieux qu'avant ou c'est le contraire? Les challenges ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes, même d'un point de vue géopolitique, même d'un point de vue de l'existence du phénomène terroriste dans la région. On ne peut pas comparer, par exemple, AQMI avant la guerre au Mali, avant une intervention étrangère au Mali, avec l'AQMI aujourd'hui qui est isolé, coupé de tout et acculé par l'armée, complètement délaissé par la population. Donc, ce n'est plus du tout la même chose. Fondamentalement, la situation s'est beaucoup améliorée. Ça n'est pas lié de manière unique au rapport, au changement à l'intérieur de l'institution militaire et sécuritaire et celle du renseignement. Même si l'état-major laisse entendre que le général Hassan ne faisait pas bien son travail. C'est pas moi qui le dis, le chef d'état-major l'a dit dans un éditorial. On est toujours dans cette nécessité de différencier les faits de la communication qui les accompagne. Tout à fait. Dans les faits, sur le plan strictement sécuritaire, il y a un contrôle des frontières qui est beaucoup plus imposant qu'avant, qui fait que, par exemple, les marchandises ne sortent plus d'Algérie comme avant. Ça, c'est un fait. Il y a un dispositif aux frontières. Je ne suis pas qualifié pour dire si c'est le meilleur ou si ce n'est pas le meilleur. Je ne sais pas, mais il est là. Il coûte cher. Il coûte cher, forcément. Donc, il y a les faits, ils sont là. Sur le plan sécuritaire, nous vivons beaucoup mieux. C'est évident. On est beaucoup plus à l'aise, on est beaucoup plus en sécurité. C'est ça qui commence à poser problème. Cette situation générale nous incite à dire que nous sommes dans un deal. La sécurité et l'acceptation de la situation actuelle. Or, cet équilibre interne qui s'est instauré au sein du pouvoir, est-ce que c'est un aménagement interne pour asseoir un pouvoir actuel, ou bien est-ce que c'est la mise en place d'un nouveau dispositif pour organiser la succession et organiser le pouvoir pour les 10-15 ans qui viennent? Là, il n'y a pas encore assez d'indices pour dire qu'il y a un cap et qu'on est en train d'y aller. Il y a eu beaucoup de craintes lorsqu'il y a eu des changements dans les services de renseignement depuis un an sur la sécurité aujourd'hui en Algérie face aux menaces terroristes. Est-ce qu'on peut dire, si on vous entend un peu, que le général Tartak fait bien son travail aujourd'hui? En fait, les changements n'ont pas été énormes. Donc, les mêmes appareils sécuritaires, l'armée continue de faire leur boulot. Peut-être leur mission a été définie de manière plus précise avec le déploiement massif aux frontières. Et c'est normal. Les bilans me paraissent tout à fait normaux, en adéquation au déploiement qu'ils ont mis en place. C'est tellement important. C'est tellement important pour que... vous donner une image qui résume la situation, le successeur du général Hassan s'appelle Général Hassan aussi et fait exactement le même boulot et il fait un très bon boulot lui aussi. Tu m'aurais dit ça au début, tu m'aurais épargné. Donc ils font du bon boulot, rien n'a changé. Et même le successeur du général Tofeq fait du bon boulot. Il s'appelle Tartak. Ça commence avec T déjà, ils ont fait l'effort. On est de T à T. On est l'échange, c'est un petit peu quand il y a un changement de ministre. Le ministre vient
quand il était dans son secteur avant, il regardait le nouveau secteur Hadali avec une idée ou deux qui sont nouvelles. Quand il vient, il en parle, il fait un peu de bruit, puis il s'installe. C'est la même administration. Il gère avec les mêmes personnes, selon les mêmes mécanismes. Au bout de 2 mois, il s'installe exactement dans la même logique qu'avant. Il devient l'ancien. Il devient l'otage de son administration et il fonctionne par l'impératif de fonctionnement qu'il y avait avant. Et voilà. Et il a l'air de bien connaître tout ça. Ersan, qu'en est-il aujourd'hui des affaires de corruption et de la corruption de manière générale? À mon avis, c'est le principal changement. Ouais. C'est-à-dire que le message qui a été donné avec le départ du général Toffer, qui était supposé être un peu le pourfendeur de la corruption, notamment en poursuivant l'affaire Sonatrach et Chakib Khalil, a raison. Le message qui a été donné et qui a circulé beaucoup, c'est que voilà, ces gens-là ont été trop loin, ils ont abusé de leur pouvoir et donc ça a redonné du mou. On va apprendre dans quelques mois, peut-être un peu plus, que pendant cette période-là, il y a eu à nouveau beaucoup d'affaires et qu'il n'y avait pas le dispositif qu'il fallait pour pouvoir les traquer. On ressent de l'impunité. Voilà. Bon, cela dit, on se sent mieux puisque le président Bouteflika a installé la semaine dernière le conseil contre la corruption et donc tout devrait aller très bien. Akram, comment est-ce qu'on ressent cette impunité? Non, on la ressent. On sait pertinemment que la capacité d'enquêter sur les affaires économiques a été retirée aux organes du renseignement. Donc on sait que il n'y a pas d'enquêtes qui sont faites dans ce sens. Centaines même des enquêtes. Exactement. Et bon, donc on voit en parallèle aussi des choses bizarres qui se passent au niveau économique, des décisions, les véhicules de moins de 3 ans, de nouvelles... Voilà. Je sais pas, On a eu une affaire récente. On a eu un ministre qui a eu la velléité d'évoquer quelque chose, de l'histoire de Dunia Park. Ouais. Il a été remis à sa place par le ministre de la Justice, par le Premier ministre. Ouais. On a eu l'histoire du ministre du Commerce qui a pensé révéler quelque chose. Le ministre de la Justice l'a renvoyé. Donc voilà. Le ministre de la Justice lui a parlé, comme il dit à l'opposition, la justice fonctionne, taisez-vous, ne vous prononcez pas et laissez la justice. Et donc, peut-être que la seule impression qu'on a, c'est que les choses sont moins tenues qu'avant. Il n'y a plus de centre de pouvoir, il n'y a plus de chef d'orchestre. Il y a un certain nombre de gens qui ont envie de devenir plus ou moins autonomes, de dire des choses pour leurs intérêts. Pour dire la vérité aux Algériens, j'ai quelques doutes, mais on va accepter cette hypothèse. Il y a quelques personnes qui ont ces velléités, mais elles sont rappelées à l'ordre et on parle ces jours-ci d'un remaniement ministériel. Si remaniement il y a, c'est évident que c'est pour évacuer 1 ou 2 ministres qui ont trop parlé. Donc, Akram, pour revenir un peu à ce que vous avez dit, les services de sécurité font leur travail sur le volet sécuritaire, mais pas sur le volet anticorruption. C'est un peu ça, non? C'est le deal. On ne leur a pas... C'est dans la loi. C'est dans la loi, c'est ça. On leur a enlevé cette mission. Et qui s'en occupe concrètement aujourd'hui de la lutte anticorruption en Algérie? Est-ce que c'est vraiment cet office national qui... En fait, c'est pour la galerie seulement. C'est censé être la police sous la supervision des magistrats. Est-ce que ça marchait mieux? Là, c'est le vrai dossier. Le problème, c'est que la compétence technique pour faire ce genre d'enquête sur ce qui se passe dans les gestions, dans les contrats, etc., ce n'est pas évident. C'est un gros problème, un problème de spécialisation réelle de la justice. C'est le problème, parce que il y a un fonctionnement qui fait que tout est permis, sauf quand il y a une injonction. Personne ne va enquêter sur une affaire s'il ne reçoit pas une injonction quelque part. Et donc la justice ne fonctionne plus que sur injonction. Non, j'ajouterais même que c'est exactement pour cette raison, parce que personne ne s'occupe de la corruption, que Sohaila Ben Ali s'est découragé qu'elle n'anime plus le CPP. Oui, c'est une des raisons invoquées. C'est la fin de la première partie du CPP, on revient dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal,
votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bienvenue à tous à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique de ce mercredi. Et bien sûr, c'est l'événement du jour et de cette fin de semaine en Algérie. Ça concerne le marché pétrolier. C'est le Forum international sur l'énergie et la réunion informelle de l'OPEP qui s'est déroulée donc le lendemain aujourd'hui. Avant de revenir sur ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de ministres hors OPEP qui étaient un peu vexé du fait que la réunion informelle se déroule au lendemain du Forum international de l'énergie, parce que pour eux, le forum est très important, des mois de préparation, et ils ont l'impression que les gens ne s'intéressent qu'à la réunion informelle du lendemain et pas au Forum international sur l'énergie. Les ministres de tous les pays européens, asiatiques, américains avaient l'air un peu hier d'être en plus ici en Algérie. Alors, de ce point de vue-là, je me permets d'en parler tout de suite. De ce point de vue-là, on ne sait pas encore au moment où tu parles, Khaled, si la réunion de l'OPEP est un échec ou pas. Il se pourrait qu'il y ait un accord. C'est ce que nous avons publié sur Maghreb Émergent il y a 1 heure. Mais du point de vue du forum, il est clair que c'est un échec. Le forum est un forum sur la transition énergétique, sur la réinvention du dialogue des acteurs autour d'une nouvelle gouvernance mondiale de l'énergie qui est pas quelque chose d'illimité, quelque chose d'extrêmement sensible. Et cette thématique-là, effectivement, a été complètement parasitée, complètement cannibalisée par cet enjeu de court terme, mais vraiment de court terme, qui est le contrôle du marché de l'offre pour que le prix du pétrole ne se casse plus encore la gueule dans le deuxième semestre de 2016. Et Alger, les acteurs de cette IEF 15, ils n'en garderont pas un grand souvenir parce que leurs thématiques à eux n'ont pas été bien traitées. Cela dit, c'est aussi un peu leur faute. Les ateliers dédiés à ces thèmes-là fort intéressants et pour lesquels nous sommes demandeurs en tant que pays d'accueil étaient à huis clos. C'est aussi un peu leur faute. La conférence de presse aura lieu dans un petit moment, peut-être dans 25 minutes à peu près. Celle de l'OPEP. Celle de l'OPEP, évidemment. Alors, est-ce que c'est trop tôt aujourd'hui de parler d'échec ou est-ce qu'on peut parler, face au triomphalisme des médias lourds, il faut le dire, télévision, radio, presse publique, il y a un véritable triomphalisme sur ce qui se passe en Algérie. Nous, ici, on est réalistes. Alors, concrètement, Abou Shelf, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose à l'issue de cette réunion informelle de l'OPEP ? Écoute, il va y avoir un minimum. Il va y avoir un minimum pour sauver la face, pour éviter de dire que c'est un échec. Mais moi, je retiens que 2 acteurs majeurs de cette réunion, qui sont l'Iran et l'Arabie Saoudite, tous les deux ont dit, ça sera en novembre, dans la réunion officielle, que les choses vont se décider. Les 2 pays sont dans leur tempo à eux, dans leur logique à eux. L'Iran a des objectifs, ils pensent qu'ils seront atteints en novembre, et donc la situation sera mûre. Aujourd'hui, la réunion de l'OPEP a presque parasité un petit peu la démarche saoudienne et iranienne. Mais eux, ils ont gardé le cap parce qu'ils sont dans un vrai cap. Donc, en fait, ce qui a été un peu ennuyeux dans cette histoire, c'est que M. Boutalfa a lancé l'idée que la réunion informelle puisse se transformer en réunion extraordinaire. Il suffisait de lire les médias très bien informés, le Financial Times, qui sont très bien informés du côté saoudien, pour savoir que le message était clair. Alger, ça peut être le moment de tractation, de discussion sur des possibilités d'accord, mais il était hors de question que ça se transforme en réunion officielle où on déciderait de quelque chose. La décision, c'est en novembre, dans la réunion de l'OPEP,
de manière normale. Et donc, en parlant de réunions extraordinaires, Boutalfa a mis la barre si haut qu'aujourd'hui, les médias auront tendance à dire que c'est un échec, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Pourtant, le PDG de Sonalgaz, ou le ministre de l'énergie, a mis toute son énergie, a mis tout son poids pour la réussite de cette conférence. C'est le premier test pour Nordine Boutalfa, cette réunion du forum et de l'OPEP. C'est pas totalement négatif qu'il ait réussi à. Il a été très opportuniste au sens positif, c'est-à-dire comme un buteur qui marque un but. Il a tiré profit de cette réunion du forum de l'énergie pour greffer une réunion de l'OPEP. C'est pas mal. Ça a parasité la réunion, ça a parasité le forum. Exactement. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais réunir l'OPEP à cette occasion-là, c'est quand même un petit succès. Maintenant, sur les objectifs, il y a des choses sur lesquelles il s'est trompé. Je vais faire un parallèle qui n'est pas très bon, mais maléch. Quand vous lisez dans un journal que l'Arabie Saoudite a des difficultés financières, je vous invite à considérer ce journal comme un journal pas sérieux. Donc, c'est basique. Il y a des choses qui sont basiques. L'Arabie Saoudite n'a pas de problème de finances pour boucler son budget. Il leur suffit demain matin de réduire leur production de 2 millions de barils par jour pour multiplier leur revenu en dollars par 1,5 ou par 2. Donc, c'est immédiat. Ils ont une maîtrise totale. Ils ont d'autres objectifs, une autre politique. Donc, pour M. Boutalfa, est-ce que c'était opportun? Est-ce que l'objectif qui s'était fixé n'était pas trop ambitieux par rapport à ce qu'il porte comme background au sein de l'OPEP, comme force Voilà, lorsqu'il dit, par exemple, que nous allons nous diriger vers un succès. Donc, mettre la barre un peu très haut, comme ça a déjà fait, et après obtenir que des petits résultats, ça peut être considéré comme un mini-échec. Enfin, c'est l'effet d'annonce qui se retourne contre lui. Normalement, c'est déjà un succès. Il a créé une attente. Voilà, il a créé une attente, alors que normalement, le fait de réunir la réunion était déjà en soi un succès. C'est-à-dire ne pas attendre novembre pour commencer à discuter de la manière de stabiliser les prix. C'est quelque chose. Mais c'est vrai qu'ils sont tous là pour le forum. Est-ce que c'est vraiment difficile de les réunir le lendemain? Si. Accepter l'idée que ça soit une réunion informelle de l'OPEP, ce n'est pas évident. C'est un succès au plan de la diplomatie. J'imagine que ce n'est pas que le ministère de l'Énergie, qu'il y a eu la diplomatie algérienne qui a contribué, c'est quelque chose d'important. Mais mettre la barre trop haut aboutit à une vision tranquille que c'est un échec. Alors nous avons le plaisir d'avoir un invité ce soir dans le CPP. Il s'agit de Amran Medjani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiant algérien à l'école de sciences, à l'Institut des études politiques de Paris, Sciences Po. Et un petit détail, pas très important, vous êtes major de promo cette année. Donc voilà. Heureusement que j'avais dit de pas le préciser. Bonsoir à tous. Très bien, merci d'être venu et ça nous intéresse aujourd'hui d'avoir aussi l'opinion et l'avis d'un auditeur, car vous êtes un auditeur du CPP. Oui, très assidu. Mais ce que je voulais dire, et je vais peut-être me mettre en porte-à-faux avec Abdcharaf, mais c'est pas très grave. Mais tout le monde est en porte-à-faux avec Abdcharaf. C'est tout à fait normal de l'être. Je pense honnêtement que donner le crédit à Boutalfa de l'organisation de cette réunion informelle, c'est un peu trop. Je pense pas qu'il ait orchestré ça. Il a au maximum eu un rôle logistique là-dedans, mais je ne pense pas qu'il a eu un rôle fondamental au niveau des tractations. Et d'ailleurs, ça se voit. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il avait des attentes un peu trop élevées, peut-être parce qu'il n'était pas réellement au fait des positions notamment iraniennes et saoudiennes, comme vous le disiez. Et j'ai pas envie de dire que c'est un technicien, mais presque en fait. Voilà. Et alors échec ou pas, bon moi, de toute manière au début je pensais que c'était un non-événement, ça reste un non-événement. Pourquoi un non-événement? Alors pourquoi un non-événement? Parce que peut-être qu'on aurait dû commencer par dire ça. Je m'excuse d'interférer rapidement. De quoi on parle? On parle d'un marché, la demande mondiale tourne autour de 96 millions de barils de jour de consommation et on en produit 2 de plus depuis de longs mois et on n'arrive pas à les éponger. Voilà, 2 millions de plus. Et tous les experts vous diront que pour vraiment impacter les marchés, il faut les retirer du marché, ces 2 millions.
Personne ne va les retirer, personne ne veut les retirer parce que l'Arabie Saoudite est dans une stratégie de reconquête de parts de marché depuis que le gaz de schiste et notamment le pétrole de schiste a permis aux Américains d'en occuper une partie et pas seulement eux. Donc, c'est pas le gel de la production qui va changer la donne. Le gel de la production va permettre de se fixer autour des $50. Ça se joue sur $2-3 de stabilisation sur une période de 3 mois. Et donc, c'est effectivement, de ce point de vue-là, pas un grand événement. Et c'est très dommage qu'on ait donné une part aussi importante, notamment du point de vue des médias, à cette tractation sur le gel de la production qui, en fait, n'impactera pas significativement le marché. Alors, il y a une contradiction. En fait. Il y a une contradiction. Vous dites c'est presque un succès. Après, vous dites un non-événement. Alors, on se demande si c'est un non-événement. Vous êtes un peu d'accord tous que ce n'est pas un échec total, la réunion d'Alger. C'est bien ça. C'est toujours par rapport aux objectifs. Voilà. Si on s'est fixé comme objectif le gel de la production, si on annonce un accord de gel, on peut dire que par rapport aux objectifs arrêtés, c'est un succès. Mais si on se fixe comme objectif de faire passer le marché d'excédentaire à équilibré, il n'y aura jamais ça. Vous avez eu la chance d'avoir une accréditation, Ihsan Qadé, contrairement à beaucoup d'autres. C'était pas ton cas. Oui, c'était pas mon cas. Donc vous avez eu la chance d'être présent hier au Centre international des conférences, près des délégations et des discussions. Et je pense que vous l'avez écrit dans Maghreb émergent, un semblant d'accord semble être à l'horizon aujourd'hui. Alors c'est une info qui va tomber en obsolescence quand on fera le podcast demain matin de cette émission, mais ça vaut ce que ça vaut dans le live. Dans l'immédiat. Il y a 3 heures de temps, ce qui était en discussion au moment du début de la réunion de l'OPEP dans le flambant neuf CIC, c'était un accord à minima qui exempt 3 pays de l'application du gel. Ces 3 pays sont l'Iran, le Nigeria et l'Irak. L'Iran est autorisé à monter, mais pas à 4 millions de barils jour, mais seulement à 3,7. Et donc, c'est une sorte de compromis entre l'exigence des Iraniens de continuer à monter vers leur quota et l'exigence des Saoudiens d'imposer des efforts à l'Iran. C'est ça le compromis. Et ça, c'est grâce c'est grâce à Nordin Bouteflika. C'est grâce aux négociations menées ardemment par Nordin. C'est une proposition algérienne. Très bien. Non, là, je le dis en blaguant, mais c'est une proposition algérienne. Et il semblerait qu'ils entendraient vers un accord. Les 2 autres pays se sont greffés sur cet accord pour dire nous aussi, on a des problèmes, on est trop loin de notre quota. Vous n'allez pas nous bloquer. Le Nigeria, dans le détail, il y a des problèmes. L'Irak, dans le nord, il y a des problèmes. Donc voilà. Mais le plus important, c'est que le ministre saoudien a dit oui, non ? C'est un peu lui qui décide. Hein. Il semblerait qu'il aurait accepté de laisser l'Iran ne pas geler, mais de monter de 100 ou 200 000 barils jour seulement, mais non pas de 5 ou 6. Alors, moi, ce qui m'interpelle surtout au niveau de cette réunion, c'est quand même le manque de préparation, en fait. C'est assez étonnant de voir que les propositions algériennes arrivent au dernier moment, quand même, enfin, le jour même ou même la veille. Cette réunion-là, il y a encore quelques mois, on n'en entendait pas parler, donc c'est quand même assez interpellant d'une part. D'autre part, sur les Iraniens, et là je te rejoins totalement, c'est-à-dire qu'il y a, et Abd Sharaf, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui sont en jeu, il y a une politique énergétique et une politique géopolitique derrière, sur laquelle ils vont pas transiger. Et on le voit là, c'est-à-dire que 3,7 millions, c'est effectivement un accord qui est à minima, c'est un accord qui... C'est pour dire on a trouvé un accord. Alors, est-ce que c'est le bon accord ? Ça, on verra probablement... C'est diront dans la semaine qui vient. Ça, et on le verra à Vienne aussi. Parce que si à Vienne, on arrive effectivement à trouver un accord peut-être plus sérieux ou plus restrictif pour les uns et pour les autres, là, on pourra dire que la réunion d'Alger a effectivement servi à quelque chose. Si on reste sur la même chose, voire qu'on laisse tomber le fragile compromis à Alger, on n'aura rien fait finalement. Akram, la réunion de l'OPEP, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, d'un point de vue sécuritaire. Non, Anna, très sérieusement, enfin pas sérieusement justement. Moi, j'estime que c'est un échec. Mais ce qui est pour moi l'échec est tout ce one-two-trisme quant à l'organisation de cet événement. C'est pas le one-two-trisme spatial. Hein. Non. On va en parler après. Et surtout en fait cette impression de sommet de la dernière chance pour l'économie algérienne que porte à bout de bras le gouvernement algérien. Je tiens juste à annoncer qu'aujourd'hui, le Boeing a signé avec le Maroc un accord pour
pour produire des équipements aéronautiques avec à la clé 8200 emplois dans un secteur très c'est très bien, ça vient dans le Maghreb. Exactement. Et demain, on en profitera. Et pour rester, c'est dommage. Oui, tu veux rajouter un mot avant une question? Moi, j'ai deux choses à dire sur cette réunion interlopep. Oui. La visibilité de la position saoudienne. Les Saoudiens, pour résumer un petit peu, ils ont 4 motivations dans leur démarche. La première, c'est que c'est un pays qui a du pétrole pour 3 siècles. Ils ne veulent pas qu'il y ait des alternatives au pétrole. Ils veulent casser toute alternative. Si l'électricité demain coûte, on va dire, $20 le baril, ils vont vendre le pétrole à $10 le baril pour casser les alternatives. Ça, c'est important. Ils ne veulent pas que leur pétrole double 6. C'est important. La deuxième, ils ont un plan de sortie de la dépendance du pétrole. Troisième point, ils sont dans des enjeux politiques régionaux face à l'Iran. C'est quelque chose de très important. Soit l'Arabie Saoudite devient le grand pôle des pays sunnites dans la région et donc le leader avec une puissance économique, militaire, etc. Soit il disparaît au profit d'autres pays. Donc, les enjeux ils sont importants. Alors, l'Arabie Saoudite, vous terminez, allez-y. Et l'Arabie Saoudite n'a pas de problème budgétaire. Les données, il faut qu'on en tienne compte dans l'analyse de la position saoudienne. Pour l'Iran, il y a d'autres données aussi. Donc, ça permet au moins de comprendre qui fait quoi pour qu'on ne se dise pas mais pourquoi ces Saoudiens sont en train de casser le marché? Il faut comprendre le pourquoi. Les Saoudiens ont un plan de sortie de la dépendance et nous avons un nouveau modèle économique. Cela m'amène à vous poser cette question. Voilà, cela m'amène à vous poser une question importante. Que pensez-vous du discours de Abdelmalek Sellel à l'ouverture de ce forum? Alors, il a dit l'Algérie résiste. C'est le deuxième point dont je voulais parler. Je pose ma question une minute. Le point qui me choque dans cette réunion, c'est que l'Algérie reste totalement arc-boutée au prix du pétrole. Ça, c'est inacceptable. Cette réunion de l'OPEP, moi, elle me gêne sous cet angle-là. C'est sous cet angle que ça me gêne. C'est un pays qui ne veut pas regarder ailleurs. Il faut préciser que dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a dit que l'Algérie résistait. Il avait également dit que l'Algérie se portait bien et que cette chute du prix du baril n'arrangeait aucun pays, ni les producteurs, ni les pays consommateurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre? Oui, c'est aussi le Premier ministre, il est dans son rôle de Premier ministre. Il porte un projet depuis à peu près un an et demi, enfin si on peut appeler ça un projet, de diversification de l'économie, de nouveaux modèles de croissance. Donc effectivement, il doit défendre un petit peu son bébé, mais dans les faits, on attend de voir. Le nouveau modèle de croissance, là aussi c'est une information qu'on a recueillie sur place. Ça n'a pas fait encore l'objet d'un article, mais on va le donner ça au CPP. La transition énergétique en Algérie, c'est un effort sur l'économie, sur l'efficacité énergétique. Donc, il y a un ralignement des prix, etc. On va essayer de construire un peu plus étanche pour ne pas gaspiller du thermique dans le bâtiment, etc. Et puis, on va essayer de générer de l'électricité avec autre chose que du gaz et du fioul, essentiellement du gaz. Le renouvelable, on était passé d'une position où les conditions de l'Algérie étaient draconiennes. On se rappelle qu'ils avaient tourné le dos au projet Desertec, à une position aujourd'hui qui est en train de se préciser. C'est Bouteflika qui l'a laissé entendre en disant qu'il faut changer complètement le modèle. Et ce qui ressort de la réunion de l'Algérie cherche des grands acteurs pour complètement prendre en main, clé en main, le projet du développement du renouvelable. Les détails, on va les donner. Et de ce point de vue-là, il y a un retournement à 360 degrés. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir répondu présent. Merci à Abed Sharif. Merci Ihsan Qadi. Merci Saïd Jafar. Merci Akram Khadef. Et merci à notre invité aujourd'hui, Amran Medjani, qui est major de promo à Sciences Po Paris. Un détail qu'il faut rappeler à chaque fois. Le CPP revient mercredi. On l'invitera souvent. Voilà. Le CPP revient mercredi prochain à 18h. Passez une bonne semaine et un bon week-end. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.